Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier vendredi à la cérémonie de levée de corps d'Hortense Aka Angui, maire depuis 36 ans, maire de la commune donc de Port-Bouët. Cette grande militante du PDCI-RDA est décédée ici même à Abidjan. C'était le 30 septembre dernier. On en parle avec Viviane Aïma. J'annonce, Madame Hortense Aka Angui. Dernière sortie publique pour Hortense Aka Angui, née Hortense Dadié, icône de la politique ivoirienne. Épousant les sillons tracés par son géniteur Gabriel Dadié, qui fut compagnon de première heure de Félix Houphouët-Boigny et qui a contribué à son côté à la création du RDA. Hortense Aka Angui a été pendant plusieurs décennies une figure emblématique de son parti, le PDCI-RDA, dont elle est vice-présidente et membre de son bureau politique. Ancien député, ancien ministre, ancienne présidente de l'Association des femmes ivoiriennes, l'AFI, maire régulièrement élue depuis 36 ans de la commune de Port-Bouët. L'icône politique qu'elle a été aura réussi à faire l'unanimité puisque, taisant les querelles, la famille des Oufouettistes était au complet ce vendredi matin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prendre part à la cérémonie de levée de corps de la défunte. Au premier rang, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du PDCI Henri Konan Bédié et son épouse. Outre les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, il y avait foule comme à chacune des étapes qui ont marqué le déroulement des obsèques de cette vaillante militante du PDCI et maire légendaire de la commune de Port-Bouët, qui s'est éteinte le 30 septembre dernier dans sa 84e année. La cérémonie de levée de corps sur le parvis de la cathédrale a été marquée par un vibrant hommage que lui a rendu l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI. Contre vents et marées, par-dessus tout et partout, tu as sublimé la fonction municipale. Pour les maires de Côte d'Ivoire, tu es plus qu'une doyenne, plus qu'une conseillère. Tu étais notre recours pour la crédibilité de nos plaidoyers. Tu étais notre repère d'inspiration pour l'animation citoyenne. Tu étais un étendard que nous brandissons pour garantir notre respectabilité comme acteur de développement. Le témoin que tu nous passes en ce jour est le flambeau de l'engagement pour le développement local. Tu nous invites à la persévérance, à rechercher toujours dans la proximité l'amélioration du vécu quotidien de nos populations. Mère infatigable de la commune de Port-Bouët, la défunte comptabilise aussi une vie personnelle exemplaire. 60 ans de mariage et de complicité avec un compagnon dont elle a eu 6 enfants qui lui ont donné à leur tour 16 petits-enfants. Sa foi catholique avait une grande part dans sa vie. Rendons grâce à Dieu parce que elle-même, elle a mis Dieu au centre de sa vie. Et c'est ce qui lui a donné cette joie, cet engagement total pour la société, pour la commune, cette disponibilité à sa famille et à tous ceux, celles qui entraient dans sa maison. C'est tout simplement parce qu'elle a rencontré Jésus, elle lui a ouvert les portes de son cœur, elle a compris qu'avec Jésus, il fallait se mettre au service de tous et de chacun. Et c'est ce qui a fait sa joie, c'est ce qui a fait son bonheur. Et c'est pour cela que nous lui rendons hommage ce matin. La levée de corps a été suivie d'une messe de requiem concélébrée par un collège d'évêques conduit par le cardinal Jean-Pierre Coutois et ponctuée par de nombreux chants de foi et d'espérance. La famille des Oufouettistes, une fois encore, était présente au complet. À la fin de la célébration, la sonnerie aux morts a été exécutée sur le parvis de la cathédrale en hommage à la défunte, avant le départ pour le cimetière de Williamsville où elle devait être inhumée.
Reportage signé donc Viviane Haïma. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de son côté, a procédé hier vendredi dans la commune de Marcory au lancement des travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard de Marseille. Ce projet d'élargissement et de renforcement de ce boulevard s'inscrit dans le cadre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. L'un des objectifs principaux du projet, c'est de désengorger le VGE, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Reportage signé Herman Guivet. Un coup de pelle, et pas n'importe lequel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard de Marseille et des voies connexes. Dans 18 mois, le boulevard de Marseille présentera une toute autre configuration. Il subira un aménagement en 2 fois 2 voies sur une longueur totale de 13,4 km. Ce qui devrait permettre la réduction du temps de parcours sur les axes concernés, la réduction du nombre d'accidents de la circulation, la réduction du coût d'exploitation des véhicules. Partenaire de la Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, le maître d'ouvrage, le ministère des Infrastructures économiques, le projet s'exécutera en 2 phases. La première phase qui nous réunit ce jour porte sur un linéaire total de 10 km 200 et comprend l'élargissement de la voie entre le pont Félix-Houphouët-Boigny et le carrefour du CHU de Trècheville sur une longueur de 2,5 km. De la voie entre le carrefour du CHU de Trècheville et le carrefour du boulevard du Canal sur une longueur de 1,4 km et de la route entre le carrefour du boulevard du Canal et le carrefour de la Nouvelle Pergola sur 1,2 km. Les travaux aussi comprendront l'aménagement et le renforcement de la route entre le carrefour de la Nouvelle Pergola et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sur une longueur de 2,7 km, l'élargissement de la rue Thomas Edison sur une longueur de 1,2 km et enfin l'élargissement de la rue Pierre et Marie Curie sur une longueur de 1,2 km. La réalisation du projet aura un impact certain sur les habitudes des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la mise en œuvre de ce projet, a demandé que des dispositions particulières soient prises pour faciliter les déplacements des populations. Tout en comptant sur l'indulgence des Abidjanaises et des Abidjanais, je voudrais demander aux structures techniques et le ministère en premier d'adopter dans les meilleurs délais un plan de circulation dans les zones impactées par les différents projets en vue d'atténuer les désagréments liés à ces travaux. Je fais appel également au professionnalisme de tous les intervenants, maîtres d'ouvrage délégués, entreprises chargées des travaux et bureaux de contrôle, pour relever le défi de la qualité et du respect des délais. D'un coût total d'environ 43 milliards de francs CFA, le projet s'inscrit dans le volet aménagement des voies structurantes d'Abidjan du programme d'entretien routier 2013-2015 de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé jeudi dans le district d'Abidjan à la salle Emmanuel Dioulo au plateau au lancement du projet de recensement et de géolocalisation des associations cultuelles, de lieux de culte et des édifices religieux. Un projet qui vise à doter l'État de moyens de contrôle et d'assainissement du milieu cultuel. Cela en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers le renforcement de la plateforme du dialogue interreligieux. Koné Pargassoro. L'État veut se doter des moyens de contrôle et d'assainissement du milieu culturel. Un projet de recensement et de géolocalisation des associations culturelles, des lieux de culte et des édifices religieux est alors lancé. Il vise à répertorier les associations religieuses, identifier les leaders religieux, localiser les lieux de culte et les édifices religieux, mais aussi réglementer la création des espaces de culte et la construction des édifices religieux. Comment voulez-vous encadrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où il loge, vous ne savez pas où il habite, comment vous l'encadrez? Donc il faut bien le localiser, il faut l'identifier, le connaître, pour pouvoir donc procéder à cet encadrement. Les cultes poussent tous les jours, à longueur de journée. Les gens s'habillent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Mais si l'État a décidé de faire un recensement, c'est une très bonne chose. S'il y a la géolocalisation, et puis comme ça, bon, identifier, bon, je pense que c'est la sécurité totale.
Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce projet va permettre la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers le renforcement de la plateforme du dialogue interreligieux. Je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance, mais aussi profiter de cette occasion pour vous exprimer la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et du gouvernement tout entier pour la permanence de vos actions de médiation et de sensibilisation des populations, actions qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce projet de recensement et de géolocalisation des associations culturelles, des lieux de culte et des édifices religieux va prendre en compte les associations culturelles et lieux de culte des communes du district d'Abidjan et des autres localités du pays. Un mot de culture, à présent, le Siedou ou la retraite de l'Edongbole, le tam-tam sacré. Cérémonie marquant le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel avant l'entame du nouvel an Nzima a eu lieu ce dimanche 22 octobre. Pendant cette semaine silencieuse, beaucoup de choses ne doivent pas être faites, notamment l'organisation de funérailles et surtout les palabres sont interdites. Après cette semaine, le tam-tam sacré sera ramené sur la place publique où vont démarrer effectivement l'Abissa, le nouvel an Nzima. Herman Niamia. L'Ndongbole ou tam-tam sacré conduit dans la ferveur à la clairière pour le Siedou. Cette cérémonie marquant le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel avant l'entame du nouvel an Nzima est la période dite silencieuse. C'est un moment où certaines choses sont proscrites, notamment les palabres et surtout l'organisation des funérailles. C'est donc le dimanche prochain, appelé aussi Semaine bouillante, que les festivités marquant la célébration du nouvel an du peuple Nzima vont véritablement démarrer. L'Abissa 2017, selon les organisateurs, va connaître beaucoup d'innovations au plan sécuritaire. Pour pouvoir avoir une bonne fluidité au niveau du quartier de l'Abissa, le stade de Bassam a été érigé en parking. Pour les véhicules non munis de laissez-passer et pour les véhicules munis de laissez-passer, c'est-à-dire les véhicules des autorités. Un autre parking à l'intérieur du quartier France a été érigé alors pour faciliter en fait aux festivaliers l'accès en fait aux différents sites qu'on a mis à leur disposition. On a pensé au système de navette. Un système de navette, c'est-à-dire qui va récupérer les festivaliers et qui ont parqué les véhicules au stade, au site de l'Abissa. Alors c'est gratuit. C'est ici, sur cette place, que pendant une semaine, les 7 familles qui composent le peuple Nzima Kotoko vont venir communier avec les nombreux festivaliers qui vont effectuer les déplacements. C'est également ici que le peuple Nzima Kotoko viendra faire allégeance à son roi pour lui témoigner respect et reconnaissance. Ce sera également l'occasion pour les nombreux festivaliers de venir s'abreuver de la riche culture du peuple Nzima Kotoko des Grands Bassins. L'actualité internationale en bref, plus de 500 Togolais ont franchi la frontière en direction du Ghana ces dernières semaines pour fuir la crise politique qui secoue actuellement le pays selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ces personnes ont d'abord été accueillies par la communauté locale frontalière avant d'être regroupées dans un village plus accessible. Le HCR prépare aussi un plan d'action au cas où l'afflux des réfugiés deviendrait encore plus important, comme l'explique Romain Desclous, le chargé de communication pour l'Afrique de l'Ouest. Nouveau revirement au Kenya après l'élection du jeudi dernier, les fortes perturbations. Le scrutin dans 4 comtés de l'ouest du pays avait été reporté à samedi. Finalement, la commission électorale vient de reporter à nouveau ce vote s'inédié. Le président de l'IEBC dit avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité. Blanchiment d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment d'abus de confiance et blanchiment de corruption. La 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris estime que Théodorin Obiang, qui ne s'est pas rendu au procès, s'est rendu coupable de tous ses chefs d'accusation. L'actuel vice-président de Guinée équatoriale a été condamné par contumace en première instance à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende avec sursis hier vendredi à Paris. Les biens saisis sont confisqués. La justice l'a reconnu coupable dans l'affaire des biens mal acquis
ce qui est inédit. La Cour d'assises de Rome a reconnu hier vendredi un homme coupable d'avoir transmis le virus du sida à 32 personnes alors qu'il se savait lui-même infecté. C'est la première fois qu'un jugement de ce type est rendu en Italie. Le ministère public demandait une peine de prison à vie. Le prévenu a finalement écopé d'une amende, a été condamné à 24 ans de détention. Et puis pour terminer, sachez que la Catalogne a finalement déclaré son indépendance hier vendredi, peu avant que le Sénat espagnol vote la mise sous tutelle de la région. À Bruxelles, Paris, Londres et Berlin, la déclaration d'indépendance de la Catalogne a rapidement fait réagir. Les dirigeants européens manifestent leur soutien à Mariano Rajoy, tout comme le département d'État américain. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.